Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale, un entretien. Alors je sais que vous appréciez ce format, mais alors là en particulier, vous allez voir, on est avec un réalisateur, Laurent Firode. Vous en avez sûrement entendu parler, il a sorti le film Le Monde d'après, qui est drôlissime, hein. C'est une comédie française qui sort dans quelques cinémas, mais aussi en VOD maintenant. Il y a déjà le 2 en préparation, il nous en parle. Hein. Alors vous verrez, il nous parle de ce film anti-covidiste, anti-wokiste, enfin anti-pensée unique, très drôle. Il va nous parler surtout des coulisses du film, des coulisses du cinéma français. Il va nous dire aussi ce qu'il pense, et vous verrez qu'il ne mâche pas ses mots, de tous ces comédiens qui ont fait la leçon aux Français sur les règles sanitaires et tout le reste, ou qui se plaignent de leur propre sort. Il va aussi nous donner des pistes d'amélioration du cinéma français, de comment faire pour promouvoir vraiment le talent et pas l'idéologie, pas les copains. Enfin bref, c'est un entretien que je jugeais absolument passionnant sur un sujet qui est très important, le combat par la culture, par le rire, par le cinéma. Et c'est tout cela dont on a parlé avec Laurent Firode dans cet entretien. Je vous invite à le visionner. Je vous rappelle que nous sommes ce dimanche 12 février dans une grande marche nationale pour la paix, extrêmement important. Rendez-vous à Paris, 14h. Port-Royal au niveau du RER, et puis il y a des marches, des rassemblements pour la paix à peu près partout en France organisés par les patriotes. Vous allez sur notre site pour les trouver. Il faut venir très nombreux. Nous voulons briser l'escalade de la guerre et de la Troisième Guerre mondiale et lancer un signal très fort pour cette première marche. Je compte sur vous, soyez le plus nombreux possible. Voilà, et je suis ce 23 février à Lyon. Vous écrivez le soir, référence 69, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr pour réserver ou vous informer. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, petit bouton dessous, cliquez, s'abonner, c'est gratuit, c'est fait, c'est juste un clic, c'est instantané. Mais c'est très important, parce que plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées par YouTube à des gens qui peut-être ne nous connaissent pas encore. C'est comme ça qu'on crée la résistance. Allez, bon entretien, à bientôt. Je suis aujourd'hui avec Laurent Firode. Bonjour Laurent. Bonjour. Qui est réalisateur. Alors je sais que vous appréciez énormément ce format d'entretien et en particulier aujourd'hui, c'est totalement nouveau parce que je suis avec un homme d'art, de culture, de cinéma en particulier. Je vais rappeler brièvement votre carrière, en tout cas quelques points, et puis surtout l'actualité qui nous occupe, c'est-à-dire le film que vous venez de sortir, et puis il y a déjà la suite qui va sortir. Et ce film s'appelle Le Monde d'après, je pense que vous en avez entendu parler, voire vous l'avez déjà vu, voire vous allez le voir, vous allez le découvrir après cet entretien, je l'espère en tout cas parce que moi je l'ai vu, je me suis bien marré, mais au-delà de la rigolade, c'est un film extrêmement intéressant, important par le message qu'il passe. Et puis on va en profiter dans cet entretien pour parler des coulisses du film bien sûr, de votre film, mais aussi des coulisses du cinéma français. Parce que vous le connaissez bien, vous les connaissez bien, et puis de peut-être l'implication des comédiens, des acteurs dans le débat public, qui peut parfois un petit peu nous hérisser le poil. On va voir ensemble des dérives de, malheureusement, pourquoi le cinéma français est en grande crise. Et puis on va essayer de porter aussi un message d'espoir. Ça peut changer, il y a des combats à mener, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, je pense que ça va être un entretien extrêmement passionnant et intéressant. Alors Laurent Firode, je rappelle pour ceux qui vous connaîtraient mal, rapidement votre carrière. Donc vous êtes réalisateur, on vous connaît notamment par des films, vous avez fait jouer Audrey Tautou dans Les battements d'ailes du papillon par exemple, vous avez fait jouer Johnny Hallyday dans Quartier VIP, et là vous avez sorti il y a quelques semaines un film qui s'appelle Le Monde d'après, très différent, qu'on peut aujourd'hui trouver. Comment on peut le voir d'abord? Premièrement, première question très pratique, comment on peut voir votre film Le Monde d'après? Alors déjà, on peut le voir en salle de cinéma. Il se joue à Paris dans un cinéma qui s'appelle l'Espace Saint-Michel, qui est place Saint-Michel, donc, dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Donc en ce moment, il se joue le mercredi, le samedi, le dimanche à 18h30. D'accord. Mais après, pour vérifier vraiment les horaires, il faut aller sur la page Allociné. Bien sûr. Et en province, c'est pareil. Donc on peut également voir les salles qui le jouent en province sur la page Allociné. Mais principalement, on peut le voir aujourd'hui parce que le film est sorti le 26 octobre. Donc il est en salle depuis en effet 16 semaines. Ce qui veut dire qu'il marche. Ça veut dire que ça marche, oui. Et il est en VOD. Donc on peut le voir sur la plateforme utreon.com. Alors voilà, ça pour la VOD, en location ou achat, on mettra un lien évidemment sous la vidéo en description. Vous pourrez directement aller le louer ou l'acheter, je vous conseille de le faire. Le voir en salle, c'est encore mieux. Bien sûr. Il faut faire les deux d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Moi je vais faire les deux, enfin j'ai déjà fait la moitié. Très bien, bon ça c'est une première chose, et je sais que vous allez déjà, alors c'est une petite info que vous nous donnez, la suite arrive déjà.
Tout à fait. C'est aussi autre signe du succès. Oui, absolument. Absolument, absolument. Donc j'ai fait Le Monde d'après 2. Oui. Je ne me suis pas trop foulé sur le titre, j'avoue. Bon, après, voilà. Et donc là, il y a une avant-première déjà ce week-end à Biarritz, là, bientôt. Et après, il y aura certainement une avant-première à Paris très très bientôt. Et également, il sera disponible sur la plateforme Utréon aussi. D'accord. Également, donc Le Monde d'après 2, qui est un film également pareil, dans le même esprit que Le Monde d'après 1. On imagine, et nous peut-être on verra un événement spécial pour vous présenter en avant-première au sein des Patriotes ce film, si vous nous y autorisez. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera ce coup de pub bien mérité. Alors, je rentre d'abord dans votre film. Honnêtement, c'est une comédie. Oui. Il est drôle. Premièrement, voyez-le rien que pour ça déjà, parce que ça fait du bien. On a besoin de rire un peu en ce moment, entre l'inflation, l'Ukraine, le Covid et tout le reste. Ouais. Ça fait du bien. C'est une série de sketchs dans un immeuble. En même temps, on découvre au fur et à mesure du film qu'il y a des liens entre les personnages qui sont des voisins, etc. etc. Je ne dévoile rien. Et ce film se moque, clairement, du covidisme, des covidistes, comme on l'appelle, mais pas seulement, beaucoup, mais pas seulement, aussi du wokisme. Tout à fait. Bref, en gros, de toute cette espèce de morale qu'on nous impose, comme le comportement forcément vertueux. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est au-delà du côté, on imagine toutes les blagues, vous avez talentueux, vous avez imaginé plein de sketchs très très drôles là-dessus, mais au-delà de ça, vous avez fait passer un message. Pourquoi vous avez fait ce film d'abord? C'est juste pour qu'on se marre un peu dans ce monde gris, ou vous avez voulu passer un message qui vous tient à cœur? C'est-à-dire qu'en fait, quand est arrivée cette folie sanitaire, j'ai voulu réagir. Comme je suis un cinéaste, j'ai fait des films, des courts-métrages principalement, mais qui étaient assez d'humeur sombre en fait. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas forcément la meilleure solution, parce que je voyais bien qu'on cherchait à nous faire peur. Et tout d'un coup, je me suis dit, la meilleure réaction à cette frénésie de peur, c'est de rire. Ouais. Comment faire peur à quelqu'un qui rit? Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé, après coup, en me disant, voilà, le mieux c'est de se moquer de tout ça, parce que pour annihiler cette peur. Et je crois que vous avez trouvé en fait l'arme la plus redoutable. C'est effectivement la comédie et le rire contre tous ces gens-là, toute cette idéologie. Absolument. Parce qu'après ça, une fois qu'on voit le ridicule, je ne dévoile pas les scènes, enfin, il y a des moments où on voit le ridicule, mais en fait, vous n'avez fait que tirer un fil qui existe. Moi, honnêtement, tout ce que j'ai vu dans le film est crédible. Ah oui, complètement. Et j'ai l'impression même d'avoir rencontré ces personnes. Ouais, bah oui, mais vous avez trouvé l'arme nucléaire, en fait, contre cette idéologie. C'est-à-dire que quand vous arrivez à faire rire, vous ridiculisez ce qui se passe, vous faites peut-être réfléchir des gens, et je pense que vous faites disparaître. Et c'est une arme qui a été très peu utilisée. Très très peu utilisé, en effet. C'est surprenant. Pourquoi, à votre avis, les humoristes, les comédiens, dont je suis certain que beaucoup pensent comme nous en réalité, Bien sûr. Pourquoi, à votre avis, ils ne sont pas allés sur ce terrain-là comme vous? Bon, il y en a certains qui sont allés sur le terrain quand même, chez les humoristes. Mais c'est vrai qu'au cinéma, par exemple, toute la frange des comédies populaires au cinéma français n'a jamais évoqué le problème. Non. À chaque fois, ce sont des histoires de famille, ce qu'on appelle les fameux feel-good movies. Il y a un film sur le confinement, oui. Oui, avec Danny Boone, non, c'est ça? De Danny Boone, oui. Bah oui, enfin, mon film, je dirais, c'est quasiment à l'opposé, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment à l'opposé. Vraiment à l'opposé. Très conformiste, oui. Très conformiste, qui ne remet rien en cause, qui ne juge absolument rien, qui accepte tout, en fait, et qui n'essaie pas de rire de la situation, mais qui essaie de rire des personnages. Moi, j'ai voulu plus rire de cette situation de folie, quoi, de toute cette folie absurde et mortifère. Et voilà, donc en rire, se moquer, pour prendre cette distance et enfin comprendre les choses et se dire non, je suis intouchable parce que j'ai compris. Ouais. Laissez-moi tranquille maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Une fois qu'on a pigé, en fait, on sort du film immunisé complètement. Voilà, exactement. Ce que vous montrez d'ailleurs aussi très bien, moi je trouve, on parlera ensuite, on va élargir au cinéma français, mais dans votre film, c'est que ça entraîne, ça révèle le pire de l'humain. Oui. On voit dans votre film l'esprit de délation. Oui, bien sûr. On voit l'esprit de surveillance, d'anxiété par rapport à l'autre qui devient une menace. Oui. Et puis aussi, on voit des personnages qui deviennent très moralisateurs, et ça on les connaît, oui. qui
quitte d'ailleurs, la scène du plombier par exemple, on voit une jeune femme qui a tous les clichés, wokistes, quitte à devenir méchante, enfin, je veux dire, à devenir extrêmement oui, agressive, ce qu'on connaît aussi dans ce milieu-là, c'est-à-dire que c'est un milieu qui prétend être très tolérant et qui en fait est probablement aujourd'hui le summum de l'intolérance. Et ça, je trouve que vous arrivez au-delà de la comédie, derrière la comédie, à le faire extraordinairement bien ressentir, et c'est extrêmement important pour moi, parce que c'est ça qu'on doit combattre. Bien sûr. Cette déshumanisation de l'homme. Absolument. Mais en fait, j'ai vraiment voulu retrouver ce plaisir qu'il y avait dans les comédies italiennes des années 60, où il y avait vraiment des comédies qui étaient populaires, mais qui parlaient vraiment du réel. C'est-à-dire que là, sans se masquer les yeux. Et aujourd'hui, la comédie française, principalement, ne veut jamais montrer le réel. Elle veut, en fait, nous enfumer, en réalité. Et donc, je voulais revenir à un cinéma qui soit social, politique, je dirais, quasiment, mais néanmoins de comédie et populaire. Voilà. C'est exactement donc, ça. Voilà, j'ai eu aucun moyen pour le faire, hein, bien entendu, mais parce que personne n'a vraiment voulu financer le film. En même temps, je n'ai même pas cherché, mais en tout cas, c'était vraiment mon souhait de retrouver ce plaisir d'un cinéma social, populaire, de comédie. Vous démontrez aussi là, par votre film, qu'on peut faire des films à succès bons, intéressants, qui ont une vie sans grands moyens. Oui, c'était aussi... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de moyens, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Bien entendu. Je dis que vous feriez bien avec quelques moyens en plus. Absolument. Enfin, on peut le faire. On peut le faire. C'était un peu le pari aussi. C'est-à-dire que je me suis dit... parce que bon, j'ai fait beaucoup de courts-métrages aussi, dans une économie de courts-métrages, donc une économie vraiment très 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 réduite. Et je me suis lancé dans cette opération de long-métrage avec des moyens du court-métrage, c'est-à-dire aucun, et en me disant est-ce que c'est viable? Et en fait, ça l'est, parce que le public est là, les gens vont voir le film, donc ça reste une opération, je dirais, financière qui tient la route quand même. Qui tient la route. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que sans subvention, sans rien, grâce au public, voilà, le film tient la route. Donc c'est une autre façon de faire du cinéma, et je trouve que c'est, j'espère, parce que pour l'instant je suis quasiment le seul à le faire, j'espère être suivi par beaucoup d'autres cinéastes qui vont se dire, oui, on peut faire les films différemment, sans attendre, voilà, sans attendre les subventions, sans attendre le bon vouloir des institutions, des bien-pensants, etc. Et ça, on va en parler vraiment dans un instant. Juste dans le 2, la suite, parce que là, vous abordez beaucoup le covidisme. Oui, absolument. Sous différents angles, d'ailleurs. Oui. Le wokisme. Oui. Bon, il y a aussi une petite scène où un homme enceint et un de ses amis, je ne sais même pas son compagnon, enfin un de ses amis, joue à pile ou face de savoir qui sera le papa, la maman, enfin voilà, dans le monde délirant dans lequel on est. Voilà. Et d'ailleurs, vous revendiquez, je pense que ces gens-là, vous ne voulez même pas les cibler, juste vous revendiquez le droit d'en rire. Quoi. Exactement, seulement, voilà. On l'a compris, c'est pas du tout un film intolérant, c'est un film, absolument pas. Au contraire, je trouve, qui remet un peu de souffle, enfin de liberté. Oui, non, c'est vraiment pas un film qui impose un procès. Il n'y a aucun procès. Non, je dis ça parce qu'il y a eu des critiques évidemment dans Télérama. Bien entendu. Enfin, c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Je ne crois même pas qu'on va s'y étendre parce que c'est plutôt extrêmement bon signe que vous ayez été critiqué par Télérama. Mais dans le 2, alors vous allez. Parce qu'entre-temps, on a vu d'autres délires apparaître, l'Ukraine. Bien sûr. Les insectes dans l'alimentation. Dans le 2, il y aura beaucoup de choses. Peut-être que 3, en effet. Dans le 2, il y a la guerre en Ukraine. Il y a le réchauffement climatique, il y a encore le wokisme qui revêt beaucoup de formes. Il y a encore le covidisme et le post-covidisme. Donc voilà, parce qu'on n'en est vraiment pas sorti. Hein. Donc voilà, donc toutes les folies de ce monde d'après. Le monde d'après, on l'a compris, c'est le monde maintenant. C'est le monde maintenant, bien sûr, évidemment. Voilà. Et les folies sont nombreuses. Hein. Les sujets arrivent. En fait, le monde d'après, c'est le monde de maintenant, et vous vous battez pour que le monde d'après soit pas le monde d'après. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Oui. Juste, ça vous est venu quand l'idée de faire un film puis un deuxième d'ailleurs il y a eu un événement déclencheur particulier ou c'est... C'est-à-dire que avant même toute cette folie, donc j'ai eu une carrière où j'ai fait des films tout à fait dans la norme, sans vouloir choquer ou voilà,
sur des sujets qui n'étaient pas tabous, mais j'avais toujours une dimension aussi dans mon travail en parallèle, où je faisais des courts-métrages qui étaient souvent un peu, oui je dirais, qui se moquaient avec beaucoup d'ironie, beaucoup de distance de toutes ces folies actuelles, mais c'était limité au court-métrage. Donc je fais ça depuis assez longtemps en fait. Et là, je me suis dit, bon, un court-métrage c'est bien, mais c'est pas beaucoup vu, il n'y a pas une audience énorme. Donc pourquoi ne pas utiliser voilà, les mêmes armes et en faire un long métrage, tout simplement. D'accord. Voilà, ce sont des sujets qui me tarabussent depuis assez longtemps en fait. Ouais. Toute cette folie quand même. Oui, on imagine bien en voyant votre film que ça vous avez dû vivre assez comme nous, de manière assez dure les 2 dernières années et demie. Et au-delà d'ailleurs. Même au-delà, parce que voilà. On l'a compris. Voilà. Alors, vous avez dit sans subvention, vous n'avez même pas cherché à en avoir. Non. Parce qu'aujourd'hui, je vous cite dans de précédentes interviews que vous avez faites sur le film, vous avez parlé d'une oligarchie du cinéma. Je sais que vous citez. Oligarchie, c'est un mot qui nous parle. On en parle souvent. Vous avez parlé d'un cinéma français qui se meurt totalement. Je vous cite là aussi. Alors expliquez-nous. Comment aujourd'hui, si on veut avoir les subventions du CNC, donc Centre National du Cinéma, c'est ça, et des chaînes de télé qui ont des obligations de financement du cinéma français, avec quel produit... Ça c'est un point essentiel parce que les gens l'ignorent. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'exception culturelle française, ce sont des obligations d'investissement dans le cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma français existe parce qu'on oblige les gens à leur donner de l'argent. Oui. Moi, je ne vais pas forcément contre le principe, mais à condition que derrière, ça puisse subventionner un peu tout. Y compris de la création qui dérange. Absolument. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, expliquez-nous. Vous avez un produit sous le bras, un film, un projet de film. Voilà, un scénario. Qu'est-ce que vous devez remplir comme critère pour avoir le droit aux subventions? Une toute petite parenthèse dans cet entretien, ça reprend dans quelques secondes. Je voulais vous dire, parce que c'est important, que si vous voulez soutenir ce combat pour la culture, pour le cinéma français, mais le vrai, notamment, et puis toutes nos valeurs. Vous voyez qu'on défend la valeur de liberté, clairement. Tous les combats que nous menons contre le covidisme notamment, et tout le reste, et pour la souveraineté de notre peuple, il faut nous rejoindre. Voilà, il faut nous rejoindre. Ce combat culturel nous intéresse énormément aux Patriotes depuis le début, et je suis très heureux qu'on puisse le mettre en avant. Alors je vous attends. Vous pouvez adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, c'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien que j'ai mis également en commentaire épinglé. Et là, il y a une petite fiche, vous cliquez sur l'écran, mais également en toute fin d'entretien, vous pourrez cliquer également sur l'écran pour avoir des liens d'adhésion. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le 2e lien sous la vidéo en description. Tout est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, l'adhésion, la réadhésion, les dons aux 2 tiers. Il faut quand même en profiter, d'autant que les compteurs fiscaux ont été remis à zéro le 1er janvier 2023. Voilà, et bien écoutez, on se bat pour nous, pour le cinéma français, pour les générations qui viennent. Et je suis sûr que vous partagez tous ces combats et que vous voulez les soutenir. Parce que nous n'avons pas eu 1 euro de financement public et on fait beaucoup de choses, mais on fait avec les petits moyens, comme le cinéma français de Laurent Firode. Allez, je vous laisse reprendre l'entretien. À bientôt. Alors, voilà, donc c'est déjà très simple, c'est quand vous avez un projet de film, un scénario sous le bras, vous allez voir des producteurs, et en fait, la question que va se poser le producteur, ce n'est pas à savoir si le film va faire un succès auprès du public, ou si même il va rencontrer son public. Je dirais que c'est une question pour lui qui n'est pas très importante. Le principal, c'est à savoir si ce projet-là rentre dans les cases pour trouver un financement. C'est extrêmement pervers. Ah oui, c'est redoutable. Et ça date depuis combien de temps? Depuis, je dirais, ça s'est installé avec l'exception culturelle avec Jack Lang en 1981, en fait, et ça a été de pire en pire. Et il y a quand même une accélération ces dernières années. Bien sûr, absolument. Mais depuis... C'est un phénomène qui s'est progressivement développé. Bien sûr, absolument. C'est-à-dire que le gros inconvénient de ces obligations d'investissement, c'est-à-dire que si on me met le couteau sous la gorge pour dire tu vas donner de l'argent pour le cinéma français, évidemment, je vais le donner surtout à des gens qui sont très proches de moi. Je vais le donner plutôt à ma famille. Ah ouais. Le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire que voilà, et c'est bien pour ça qu'on voit dans le cinéma français toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes. Beaucoup d'enfants d'eux aussi. Beaucoup d'enfants d'eux, parce que voilà, tout le monde, il y a un gâteau qui est là, un gros gâteau, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent dans le cinéma français, et on se le partage entre nous. Et tous ceux qui veulent un peu aussi faire des films et avoir cette part du gâteau, ils doivent se soumettre aux idéaux de cette oligarchie qui a la grosse part du gâteau. Donc voilà, ça marche comme ça. Et en fait, ce qui est terrible dans le cinéma français, c'est qu'on a oublié le public.
Oui, On l'a totalement oublié, le public. Ouais. On s'en fout C'est complètement. presque accessoire en fait. C'est vraiment accessoire. Tant qu'il y a les subventions, et c'est bon. Bien sûr. Les critères, alors on partage déjà, premier gros problème, on partage entre les copains, la famille, machin, l'oligarchie du cinéma, et ensuite il y a des critères idéologiques, Bien sûr. on imagine bien, à remplir. Évidemment. Eh oui. D'autres films par exemple qui combat le covidisme, qui se moque du wokisme, etc., c'est impossible. Là, je coche aucune case, donc ça, C'est même l'inverse. J'ai rien. Ah bah bien sûr. Non seulement vous n'avez pas le droit de le critiquer, mais vous ouais. devez même en faire la promotion. Ah, bien sûr, en plus. Bien sûr, tout à fait. Parce que qui fait la promotion de... C'est-à-dire que ceux qui font la promotion de toute cette idéologie, ce sont eux qui détiennent l'argent. Donc, évidemment, il ne faut pas aller à l'encontre. C'est-à-dire que ça soit du domaine public ou privé, que ce soit l'État, le CNC ou Netflix, tous véhiculent la même idéologie. Donc l'argent est là. Donc évidemment, il faut bien sûr... Netflix, c'est extrêmement visible. Netflix, je dirais mon film, c'est l'anti-Netflix. Ah oui, c'est ça. Complètement. Oui, c'est ça. Totalement. Tout ce qu'on peut voir à Netflix, vous ne le verrez pas dans mon film. Ah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, alors, il y a tout ce que les déviances dont vous parlez depuis 40 ans, mais quand même, depuis quelques années, on voit une accélération dans le cinéma français. Absolument. Il faut l'idéologie wokiste doit être Bien présente, sûr. défendue. La diversité, mais moi j'aime bien la diversité. Bien entendu, tant mieux, formidable. Ça fait le monde, ça fait la France, ça fait le monde. Le problème, c'est que c'est toujours la même diversité. C'est une diversité un peu raciste. Moi, je suis désolé. Si on regarde la couleur de peau des gens, ce qui n'était pas la tradition française, on regardait le talent, on regardait et on se fichait complètement de la couleur de peau. Et vous dites d'ailleurs dans une interview, c'est très intéressant, vous dites finalement la seule diversité qui est bannie, c'est la diversité sociale. Oui. Oui, ça c'est très clair. On fait des films de bourgeois pour des bourgeois. C'est ce que vous avez dit, la haute bourgeoisie. C'est tout, vous avez dit. Uniquement. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est la même chose médiatiquement. Le CSA, l'ARCOM ne regarde que la diversité raciale, ce qui est encore problématique, pas du tout sociale, ni d'opinion. Et pareil dans le monde politique, on dit il y a de la diversité, alors qu'en fait vous avez 50 grands bourgeois de toutes les couleurs, mais c'est 50 grands bourgeois. Voilà. Et vous avez envie de vous battre contre ça? Oui, absolument. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu faire ce film quasiment sans moyens, pour dire voilà, on peut être pauvre et faire du cinéma. Ouais. Voilà. Je le revendique, je ne suis pas riche, mais je peux faire du cinéma et je peux rencontrer un public. Donc c'est une autre façon de faire du cinéma, un vrai cinéma social, mais pas le cinéma social subventionné fait par la bourgeoisie, qu'on connaît tous. Prétentieux. Voilà, etc. Ouais. Non, un vrai film social qui parle au public, qui parle au peuple. Voilà, maintenant, du moment où on dit le mot peuple, on dit populisme. C'est un gros mot, c'est un truc de fou, quoi. Et par rapport beaucoup de mots au public, c'est pareil. Complotisme. Voilà, donc c'est vraiment épouvantable. Ouais. Pourtant, on a connu en France quand même ce cinéma, ces comédies populaires. Bien sûr. Parce que dans une interview, vous dites par exemple, plein de films de Louis de Funès seraient aujourd'hui impossibles. Impossible, bien entendu. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, en effet, je vais me répéter, c'est-à-dire qu'on se moque du public, et à l'époque, mais rien que le personnage incarné par de Funès, qui était le Français moyen, qui avait tous ces défauts, qui étaient souvent radins, racistes, misogynes, etc., mais sympathique néanmoins, ce personnage-là est impossible aujourd'hui. En fait, c'est la mort du second degré que vous dites. Ah, complètement. Parce qu'on savait décrypter ça. On n'aimait pas de Funès parce qu'il était radin, raciste ou misogyne. Oui. On l'aimait parce qu'on savait qu'on se moquait de ça aussi. Bien sûr, aussi. Il jouait avec un talent incroyable. Bien sûr aussi. Mais voilà. En fait, c'est simplement... On voulait en rire, voilà. Au-delà de l'idéologie qui s'est imposée, c'est aussi une grande bêtise qui s'est imposée. Parce que oui, une grande bêtise. Ça témoigne, on croit que le public n'est pas capable de décrypter le second degré. Ben voilà, on a voulu infantiliser le public. C'est ça. Ce que le politique fait aussi. Il veut infantiliser le peuple également. Et le public, c'est la même chose. On ne respecte plus le public, on le prend pour un enfant qu'il faut éduquer. C'est épouvantable. Pour vous, c'est la principale raison, ça, de l'échec actuellement quasi systématique des films français? Oui, je pense, en grande partie, parce que les gens en ont vraiment marre qu'on les prenne pour des cons. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, vous diriez que les films sont nuls? Souvent. Très souvent, ils sont ennuyeux. Ils sont ennuyeux. Les comédies sont pas drôles. Non, voilà, on s'emmerde. Je partage votre avis. Mais alors que j'ai une grande admiration pour une grande part du cinéma français, mais là, ce qu'on voit ces dernières années, à part quelques exceptions. Bien entendu, bien sûr. C'est quand même. Bien sûr. Et vous diriez que tous ces acteurs là qu'on a vus, on peut citer François Cluzet, Bourdon, Jean-Paul Rouve, Karine Viard, Anne Romanoff,
etc., qu'on a vu ces derniers mois faire la leçon aux Français sur le Covid, Jean-Paul Rouve lui en disant mettez votre chauffage, c'est quand même pas grand-chose de baisser son chauffage, etc. Oui, c'est pas grand-chose quand on a les moyens, mais vous pensez que ça... D'abord, comment vous percevez ça? Est-ce que c'est pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est leur rôle? Et ensuite, vous pensez que ça a un rôle aussi dans la désaffection du public? Oui, c'est clair. Je pense qu'on a bien vu sur les réseaux à quel point les films qui étaient portés par ces stars qui se sont mis en avant pour défendre une idéologie épouvantable sont pris quand même des retours de bâton terribles. Tant mieux, hein, je ne vais pas les plaindre. Après, je pense qu'ils ont fait ça principalement parce que, oui, évidemment, ils sont... c'est-à-dire que comme ils ont cette part du gâteau dont je parlais, évidemment, ils doivent montrer, ils doivent montrer à quel point ils sont non pas soumis, mais en tout cas dociles. Ils sont dociles, quoi. Voilà. Donc oui, ils le font, et parfois avec un peu trop de zèle. Je pense qu'aujourd'hui ils s'en mordent un peu les doigts. On a l'impression qu'il y a une espèce de loi où quand même vous avez fait ça, par exemple, vous avez vilipender les non-vaccinés, alors, il y en a plusieurs, hein, parmi ceux que j'ai cités qui l'ont fait, voire vous les avez insultés. Oui, on a l'impression que systématiquement derrière, il y a un échec. Ensuite, commercial, il y a un échec. Complètement. Et c'est quand même rassurant. Oui, c'est rassurant, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune remise en cause de ces personnes-là qui néanmoins peuvent toujours apparaître dans des films avec des salaires immenses, énormes, disproportionnés, absurdes, quand les films ne remportent qu'un succès même parfois, aucun succès, mais je dirais. Donc voilà, c'est parce qu'il y a un énorme souci à ce niveau-là, c'est-à-dire que les gens sont surcotés en France. Ça c'est intéressant, j'y reviens dans un instant. Juste, vous me disiez tout à l'heure, ils sont très dociles, ils doivent montrer qu'ils sont dociles. Oui. Imaginons en France un gouvernement qui aurait été contre le pass sanitaire. Oui. On l'imagine, incroyable. Oui. Mais le même système derrière, hein, CNC, les subventions. D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez par exemple que Didier Bourdon aurait donc publiquement été contre le pass sanitaire? Oui. Donc vous pensez qu'ils n'ont pas de conviction du tout en fait? Non. Oui. Tout ça c'est du vent, c'est vraiment de la... Bien sûr. Vous pensez que ça repose sur rien de... Sur l'argent. Sur l'argent. Et quand on voit des comédiens ou des comédiennes embrasser des causes qu'on peut soutenir par ailleurs, enfin, on les a vus par exemple se couper les cheveux pour les femmes iraniennes qui se battent contre le voile obligatoire, etc. Oui. On a l'impression, honnêtement, qu'à chaque fois, ils embrassent, il y a deux causes qu'ils embrassent. Soit les causes très subventionnées mondialement ou qui sont très politiquement correctes, très bien vues, il n'y a pas de risque à prendre. Okay. Soit leur cause personnelle, où on les voit ensuite comme Cadmerade et d'autres à la télé vous dire allez au cinéma parce qu'on est en train de perdre de l'argent. Personnellement, j'ai vu ce matin Gérard Jugnot qui dit j'ai une toute petite retraite par rapport à ce que j'ai payé. Je crois que ce genre de phrase est un peu indécente dans le contexte actuel. Donc, soit les causes du système, soit leur cause personnelle. C'est que ça en fait. Ah bien sûr, oui. Oui, c'est un peu, je dirais, humain. Quelque part, je ne vais pas leur jeter la pierre. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont un business à gérer, c'est de leur. Hein. Donc, en fait, quand on est quelqu'un de très très connu, quand on est un acteur bankable, comme on dit, en fait, on est comme une petite société ou une grosse boîte. En fait. Donc, il faut faire gérer cette boîte. Il y a beaucoup de gens qui vivent aussi autour de vous, grâce à vous. Donc, voilà, tout est question de business, pognon. Que de pognon, oui. Que de pognon, oui. Pognon, carrière. Voilà. Et un acteur qui a loupé un film, qui a fait un bid, il va quand même, le film suivant, être d'avance complètement surpayé. Oui, absolument. Ça marche comme ça. Oui, ça marche comme ça. Ouais. Il y a aucune... on ne tient absolument pas compte des succès passés. Absolument pas, non. C'est incroyable. C'est-à-dire que du moment où vous avez la carte, vous faites partie du sérail, tout va bien pour vous. Vous pouvez enchaîner, combien de temps vous pouvez enchaîner les bids. Et si vous faites 5 bids d'affilée? Ça va encore. Au bout du 7e, 8e, ça commence à s'effriter. C'est votre carte de fidélité de bid. C'est exactement ça. C'est ça. Là, on commence à se poser des questions. Quand j'ai posé des questions, peut-être que là... Voilà. peu... Donc, on risque pas grand-chose, en fait, quand on a la carte. Vous les avez même traités dans une interview de révolutionnaires de carton. Oui, bien sûr. Hein. Révolutionnaire de carton... papier mâché, enfin tout ça. Donc, non, en effet, parce que voilà, se battre pour des causes complètement,
Voilà, Facile. Des causes faciles ou absurdes. Mais est-ce qu'en privé, certains, parce que j'imagine que vous devez en connaître dans le milieu, est-ce que certains en privé vous ont dit je pense comme toi en fait, Ouais. mais je peux pas le dire parce que sinon ma carrière est grillée. Est-ce que ça existe au moins? Non, ça existe un peu, mais il y en a beaucoup qui sont tellement flippés qu'ils préfèrent de rien dire en fait. Hein. C'est-à-dire que le risque est trop grand en fait. Donc ils vous le diront même pas en privé, Même pas en privé. Hein. de peur que ça fuite quoi. Ouais, complètement. Complètement. Parce que en effet, le risque est trop grand. Le risque est trop grand parce que comme ils ont des privilèges vraiment, vraiment importants, je pense qu'ils ont peur de perdre des choses. Voilà, ce qui est de toute façon le principe même de la bourgeoisie. On a peur de perdre. Voilà, forcément, de perdre nos privilèges. Donc, comme eux, ils font partie de cette oligarchie, ils ont vraiment. Voilà, plus on a de biens, plus on a peur de les perdre, ce qui est assez logique. Vous savez ce que vous me racontez là sur les acteurs, les comédiens, on peut faire un parallèle mais parfait avec une grande partie de la classe politique et une grande partie de la classe journalistique. Ouais, ça c'est clair. Alors politique, je vais parler de l'opposition. Vous avez des gens qui vont aller sur des sujets faciles d'opposition, qui ne vont pas aller sur les vrais sujets, qui parfois vous disent en privé, en fait je pense comme toi mais je ne le dirai jamais, parce qu'il y a la carrière, il y a les postes, les mandats, l'argent, bien sûr. La médiatisation ou pas, etc. Et un manque incroyable. En fait, et les journalistes, pareil. Et d'ailleurs, ceux qui essaient de résister un peu comme André Berkoff, vous avez vu, il s'est pris une mise en garde de l'Arcom, ça commence à tanguer, quoi. Tous les autres sont complètement à genoux, quoi, voire à plat ventre. Est-ce que notre époque n'est pas caractérisée, et en particulier dans le monde du cinéma, par un énorme manque de courage? Oui, la trouille, c'est vrai. Trouille. Ouais, complètement, ouais. C'est l'époque de la trouille en fait. Ouais. Alors qu'on ne risque pas sa peau, quoi. Ben non. On n'en est pas encore là. Non, je sais. Il y a des époques où on risque sa peau. Mais parce que voilà, c'est le confort. On vit dans les gens, voilà, ils ont un tel confort qu'ils ne veulent surtout pas le perdre. Ils ont un trou de ça. Donc ils sont capables de tout. En effet, de tout, je pense vraiment de tout. Ouais. J'en suis même certain. Absolument certain. Vous décrivez un monde très cynique par ailleurs. Oui. Ouais. Et moralement corrompu. Oui. Oui, oui. Non, mais après, voilà, je ne porte pas de jugement non plus. Hein. Bah si, quand même. Non, c'est-à-dire que voilà, dans les faits, non, c'est vrai. Non, mais je veux dire par là, c'est très humain. Oui, c'est très humain. Voilà. Oui, c'est en ce sens-là. C'est-à-dire, en effet, voilà, ils sont corrompus, ils sont cyniques, ils ne pensent qu'à la thune. Ok, mais en même temps, peut-on vraiment leur jeter la pierre? C'est le pire de l'humain qui ressort. Voilà. Ouais. Mais, d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce qu'il y a comme mesures à prendre, si c'est possible, hein. Ou alors c'est un air du temps, c'est un esprit du temps, il faut attendre que ça passe. Ou alors est-ce qu'il y a des mesures vraiment à prendre? Demain, on aurait une possibilité de tout révolutionner dans le monde du cinéma. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'exception culturelle. Totalement? On ferme le robinet. Mais est-ce qu'on ne va pas disparaître en termes de... On verra. Vous pensez, parce que si vous dites ça, et je pense que vous êtes attaché à un cinéma français, c'est que vous pensez le contraire. Vous pensez qu'au contraire, ça va rallumer Oui, je pense, oui. La créativité et le succès. Oui, parce que là, on sera vraiment dans les cordes, et si on ne plaît pas au public, on disparaît. Je suis assez radical, mais je pense que ça serait un grand coup de balai à donner. Ça serait vraiment intéressant à voir. J'imagine que vous êtes donc pour la suppression aussi des subventions à la presse, par exemple. Oui. Pour voir un peu ce que ça donne. Oui, exactement, pareil. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, alors je comprends très bien votre raisonnement, mais est-ce qu'aujourd'hui avec la puissance américaine financière, les plateformes, vous avez cité Netflix, etc., est-ce qu'on ne serait pas, même avec du talent et du succès, on ne serait pas forcé de disparaître? Oui, est-ce que c'est pas... Je sais bien. C'est un vaste sujet, mais c'est à tenter. On ne peut pas imaginer un système où il y a des subventions le meilleur de l'un et de l'autre, créativité et subventions quand même. Oui, peut-être donner les subventions par tirage au sort, peut-être. Ouais. Parce qu'après, du moment où on est dans un jury où on donne de l'argent qui ne nous appartient pas, je trouve ça j'ai toujours trouvé ça scandaleux, en fait. On fait partie d'un jury, par exemple au CNC, moi,
je l'ai fait moi-même. Vous étiez dans le jury du CNC. Donc on lit des scénarios, on décide à savoir, on va lui donner de l'argent ou pas. Mais qui je suis, moi? Ouais. C'est incroyable. Mais je ne suis pas légitime une seconde. C'est absurde. Je trouve ça totalement inique, en fait. Ouais, je comprends très bien. Donc, si je veux donner de l'argent pour un film, ça sera mon argent à moi. Oui, j'ai un côté un peu libéral, ça c'est un non, mais certains diront ça, bien sûr. Après, voilà, bien sûr. Je pense que ça mérite en tout cas vraiment réflexion. Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, je pense que le système, par construction, il produit des dérives. Voilà. Mais moi, j'ai le sentiment, malgré tout, qu'on a réussi pendant pas mal de temps à y échapper. Je vous le dis comme je le pense. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a eu dans les années 80, alors que le système existait déjà, des grandes comédies ou autres françaises qui me semblent très, très bonnes d'abord et qui restent. Absolument. Qui sont rediffusées tout le temps. Et puis qu'il y avait une liberté de ton. Il y avait une liberté de ton. Complètement. Parce que la société aussi a plus de liberté de ton, il faut le dire. La grande époque des films dont on parlait, de Funès et compagnie, il n'y avait aucune subvention. De Funès, c'est encore avant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des producteurs qui savaient pertinemment qu'un film avec De Funès, ou Fernandel, ou Bourvil, etc., toutes ces grandes stars, les films, déjà, ils pouvaient les vendre à l'étranger. Ouais. Et après, en France, ils faisaient des cartons monumentaux. Donc, c'était des opérations rentables. Ils avaient de compte à rendre à personne. Ouais. Et quelque part, je ne sais pas, là je trouve que c'est un système qui est sain parce qu'on se préoccupe uniquement du public. Alors en effet, vous avez absolument raison par rapport à la force de frappe américaine. Et évidemment, on est vraiment petit, etc. Bien sûr, mais est-ce qu'on ne peut pas lutter vraiment à armes égales quand même ? Je sais pas, des luttes comme ça, elles se sont produites dans les années 30. On a le talent suffisant pour lutter à armes égales. En tout cas, essayons, quoi. Parce qu'à l'époque de Funès, il n'y avait que le cinéma. Oui, absolument, bien sûr. Non, les plateformes, etc. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été très performants, nous, sur les plateformes. Non, là, Salto, je veux dire. C'est ça. C'est en faillite, non? Oui. C'est ça. Bon, en même temps, passer Joséphine Ange Gardien ou ce genre de truc. Bon, évidemment, c'était pas, on n'était pas au top, quoi. Mais non, voilà. Après, non, mais je pense qu'il faut, je sais pas, il faut en tout cas essayer, quoi. Moi, j'ai toujours fait du cinéma sans chercher de subvention. Même quand j'ai commencé à faire des films dans les années 90, des courts-métrages, je les faisais moi-même et j'arrivais à les vendre. Donc j'ai toujours participé à cette économie, libérale. Je fais mon truc de manière artisanale et je le vends. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Voilà. Donc en tout cas, je n'ai demandé de compte à personne. Ouais. Je suis honnête avec moi-même. Je comprends très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des comédiens français, des jeunes, qui ne peuvent pas percer dans le métier à cause de tout ça? À cause de cette chape de plomb idéologique, financière. Idéologique, financière, etc. Parce que c'est redoutable. Mais même quand je vois un film qui sort en salle, souvent, ce film-là, j'en ai entendu parler, ou même j'ai lu le scénario, il y a ça peut-être une dizaine d'années. C'est-à-dire que les gens, pour arriver à convaincre les financiers, etc., pour faire un film, ça met parfois, oui, en effet, 10 ans. C'est un parcours du combattant. C'est épouvantable, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ce n'est qu'un film, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, restons sérieux. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, c'est quelque chose de vraiment terrible quand on arrive à le faire. Alors, je ne parle même pas de tous les films qui sont perdus dans les tiroirs, les couloirs, n'importe où du CNC, enfin, qu'on a oubliés, qui néanmoins étaient dans un processus, il y avait un casting, il y avait même parfois des choses qui étaient très avancées, et le film se casse la gueule. Mais donc c'est un système qui est beaucoup trop lourd, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui décident du financement, parce qu'il ne s'agit, c'est toujours pareil, il ne s'agit pas de leur argent. Les têtes changent tout le temps. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, à France 2 ou TF1, c'est quand même tous des clones. Ah, c'est des clones, bien sûr, mais les têtes changent. Après, si un tel vous a dit « Ok, tu peux faire ton film d'ici 1 an », si cette personne saute, il faut repartir à zéro. Moi, ça m'est arrivé 20 fois, ça. Ouais. Donc c'est un processus de dingue. Donc c'est pour ça, là, se dire, bon, mais voilà, on ne me donne rien, ok, je fais le film. Bah, bien sûr, c'est un film, évidemment, qui est fait sans moyens, bien sûr, mais néanmoins, voilà, il a un public, les gens apprécient. Moi, je suis ravi. Une suite annoncée. Une suite annoncée, en plus, voilà. Donc, est-ce que, sans trahir de nom ou de secret, ou si vous voulez, vous avez le droit de trahir ça, on sera ravis.
Est-ce que vous savez, est-ce que des comédiens, depuis le succès du Monde d'après, ont toqué à votre porte, des comédiens, je veux dire, un peu connus, voire très connus, pour travailler avec vous, solliciter cela, voire se racheter une virginité parce qu'ils sentent qu'ils ont un peu trop insulté les gens. Ça existe ça ou... Oui, non, c'est sûr, bien sûr qu'il y en a. Qui, par exemple? Alors, je ne travaillerai jamais. Non, bien sûr, mais c'est impossible, même sur la torture. Après, hors caméra. Non, mais après, non, en effet, parce qu'en plus, voilà, après, c'est-à-dire que... mais vous avez vraiment des comédiens qui... Ah bah ouais, non, c'est sûr, bah oui, parce qu'ils ont vu le 1, ça les a amusés, ça les a intrigués, ils se sont dit tiens c'est vraiment intéressant, c'est des messages que j'aimerais moi aussi faire passer. En même temps, comme c'est moi qui écris et réalise, je me mets un peu en retrait, je ne suis pas tout de suite, je ne vais pas me faire fusiller tout de suite, je reste un comédien qui joue dans un film, donc voilà, je ne suis pas responsable à 100% de toutes les horreurs qu'on peut dire dans mes films, donc ça aussi, ça les protège un peu. Après, moi-même, c'est vrai que je me la joue un peu aussi, pas rebelle, mais bon, moi, c'est un film anti-système. Voilà, parce que je démonte entièrement le système. Et ça, prendre des comédiens qui appartiennent au système, il y a un truc qui me dérange un peu. Ah, et vous n'avez même pas envie, en fait. Bah, c'est ça le problème, en fait. Ouais. J'ai pas envie de... Même, voilà, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie parce que je connais beaucoup de comédiens qui ne sont pas des bankable, qui ont énormément de talent. Oui. Et je préfère les montrer que des gens qu'on voit partout. Ouais. Même s'ils veulent se racheter une virginité, quelque part, je m'en fous, quoi. Et si c'est un comédien connu, mais qui n'a rien dit de particulier pendant la période Covid, ni pour ni contre, vous n'avez pas envie non plus? Non plus. Ok. Oui, je voulais vraiment faire connaître de nouveaux visages. Bah oui. Oui, c'est très bien. Oui, voilà. Après, voilà, je trouve qu'il y a plein de comédiens extraordinaires en France qu'on voit trop peu, ou dans des séries à 2 balles, des conneries, quoi. Donc voilà, donc là, j'aimerais voilà, c'est aussi un moteur pour moi de montrer de nouvelles têtes, de nouveaux sujets, enfin, que le film soit vraiment frais. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de débats avec le public. Et les gens m'ont tous remercié en disant « Ah, on n'a vu aucune tête connue, merci ». Oui. Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, ça. Chaque diffusion oui, il y a Paris, un débat et je suis très souvent présent. Voilà, tout à fait. Très bien, ça. Donc j'ai pu vraiment parler avec les gens et c'est vrai que c'était une remarque qui est revenue très souvent. Enfin de nouvelles têtes. Est-ce que, alors enfin de nouvelles têtes pour les comédiens, est-ce qu'il y aura aussi enfin de nouvelles têtes pour des réalisateurs? Est-ce que vous allez créer, même au-delà de vous, le firodisme, une école firodiste de cinéma français un peu qui renoue avec le cinéma, vous disiez, social, populaire, libre? Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres réalisateurs? Alors, j'en connais. Après, les réalisateurs, entre nous, il y a toujours... C'est jamais... Je veux dire d'autres qui pensent comme vous, à peu près. Oui, non, je pense que... Ouais, non, ça, il y en a plein. J'en suis sûr, parce que les pauvres qui galèrent 10 ans pour faire un film, ils disent putain, Firol, l'autre con, il écrit en janvier, et son film il sort 3 mois après, quoi. Donc là, évidemment, j'ai fait énormément de jaloux. Bien entendu, parce que personne ne voit ça. Et quand j'ai dit à mon distributeur... C'est plus rapide que Pfizer, ils sont... Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et quand j'ai dit à mon distributeur, ah, au fait, j'ai tourné le 2. Il me dit, quoi, tu te fous ma gueule, quoi? Attends, mais si, je dis, je l'ai fait, voilà, c'est tout, voilà. Bon, personne ne me demande rien, moi, je fais le 2. Et donc, mais il me dit, mais quoi, j'ai déjà appelé des salles de cinéma, ils le prennent. Quoi? Il me dit, mais quoi, tu m'as même pas mis au courant, je comprends rien. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, on peut faire du cinéma comme ça, tranquille, pépère, et ça se fait cool. Enfin, je veux dire que voilà, après, moi, j'ai plus envie de m'emmerder, en fait. J'ai passé l'âge. Ouais, ça serait bien. Nous, c'est un peu pareil au Patagon. Attendez, on a parlé d'un point important, c'est le financement, puis après on va conclure l'entretien. Le financement des films, et ensuite il y a la diffusion. Oui. Alors là, comment ça marche? C'est-à-dire que maintenant que vous avez du succès, puisque le film vous diffuse depuis des semaines et des semaines, c'est-à-dire que ça marche. Est-ce que ça peut s'étendre, faire tache d'huile? Est-ce qu'il y a d'autres salles qui peuvent d'un coup vous contacter en disant nous on a envie de le passer? Bien sûr, ça marche que comme ça d'ailleurs. Le blocage il va arriver quand on va arriver sur les grandes chaînes de salles de cinéma. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr que UGC, machin, Gaumont. Là ils vont bloquer eux. Ah bah oui, ils vont même dire que je n'existe même pas pour eux. Eux, il faut qu'ils passent par des contrats, parce que moi je connais pas le Bien sûr, oui, des contrats, c'est des films qui ont été préachetés par eux, etc. Ils ont mis de l'argent sur les films. Vous pouvez viser que les salles indépendantes. Bien sûr, mais il y a un tissu de salles indépendantes très
important. Il faut vraiment les soutenir, évidemment. Donc voilà, ça reste du cinéma artisanal. Je ne vise pas 1 million d'entrées, évidemment. Non, mais en tout cas, voilà, donc je pense que c'est un film Vous pouvez être diffusé dans de plus en plus de salles. Exactement, je peux diffuser dans de plus en plus de salles. Et après, bon, c'est toujours assez long, hein, parce que, voilà. Là, s'il y a par exemple un responsable de ciné, un gérant de salle de ciné qui nous regarde, il peut vous contacter. Ah mais bien sûr, complètement. On mettra les liens pour Oui, vous tout à contacter fait, absolument, en description bien sûr, aussi, bien sûr. Donc voilà, donc le film il est en plus sur une plateforme où la salle de cinéma peut le télécharger, donc c'est vraiment très simple pour elle. Et ensuite, en effet, il est aussi en VOD pour les gens qui n'ont pas accès aux salles. Oui, donc le film est totalement visible partout en fait. Et voilà, mais voilà, ça reste quelque chose de très simple, de très artisanal. Je dirais, je suis comme un petit producteur de fruits et légumes qui fait dans son jardin, voilà, sa petite culture et qui va vendre sur les marchés ses produits. En fait, c'est pareil pour moi. Je fais mes films de mon côté, c'est des films artisanaux, donc parfois ils ont une drôle de gueule, hein, comme voilà, mais ils ont un goût différent. Et voilà, et le public aime bien. Ouais. C'est aussi simple que ça. Eh ben, on va finir sur cette belle image. Cette image de fruits et légumes. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Excellent, très bien. Ça sera notre touche légumière et fruitière de fin d'entretien. Merci beaucoup Laurent Firode pour tous ces éclairages, je crois passionnants pour tout le monde. Et puis bon succès pour le 2 et pour la suite du 1. Voilà. Et puis je rappelle, tous les liens sont sous la vidéo en description. VOD, vous contactez, etc. Merci beaucoup, à bientôt.